Entre 1865 et 1869, l'écrivain russe Léon Tolstoï a publié une œuvre monumentale de plusieurs milliers de pages intitulée « Guerre et paix », qui se déroule à l'époque des guerres napoléoniennes. Ce sont d'ailleurs les dernières guerres que la France a gagnées seule. Pourtant, c'est elle qui ne cesse d'allumer le feu partout dans le monde, de provoquer des conflits, d'envenimer des situations et de travailler à la déstabilisation. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et comme Léon Tolstoï, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais disséquer la guerre, notamment celle qui est menée à l'Afrique, mais aussi les différents bouleversements géopolitiques mondiaux à l'aune des événements marquants qui se sont déroulés ces dernières semaines. Et nous allons voir si ces temps complexes sont exclusivement destructeurs ou s'ils peuvent aussi être un moteur de changement historique pour notre continent. Installez-vous confortablement, attrapez un jus de bissap ou une citronnelle ou quelque chose d'autre à boire et entrez avec moi sur le théâtre des opérations de la guerre en cours pour l'appropriation des ressources. Je vous préviens, ça va secouer. On y va. Le 8 janvier 2025, un hélicoptère s'est écrasé à Sédhié-Bénou, près de Cotonou au Bénin, piloté par des individus en civil de type caucasien, des Blancs. Alors que les supputations allaient bon train, un communiqué laconique de l'ambassade des États-Unis au Bénin a été publié, qui informait que le vol avait été affrété par AFRICOM, le commandement de l'armée américaine en Afrique, en soutien aux forces armées béninoises en matière d'évacuation médicale. Fin de citation. Ah bon? Donc Patrice Talon fait appel à l'armée américaine pour procéder à des évacuations médicales? Mais qui devait donc être évacué? Il n'y avait aucun blessé ni aucun équipement médical à bord de l'appareil qui a craché. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun communiqué officiel de l'armée ou du gouvernement béninois à ce sujet? Intriguant, n'est-ce pas? Quelques jours auparavant, une attaque terroriste revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, aurait causé la mort de 28 soldats béninois au nord du pays, à la frontière avec le Niger et le Burkina, alors même que les armées américaines et françaises ont renforcé leur présence au pays de Béhanzin, malgré les dénégations du gouvernement. Les explications fournies par AFRICOM ne tiennent pas la route une seconde. Quelle était la réelle mission de cet hélicoptère avant qu'il ne s'écrase? Dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai eu à discuter avec des officiers et des soldats du Tchad, du Niger et du Cameroun qui ont pris part à des opérations contre Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Leurs témoignages concordent. À plusieurs occasions, quand ils ont repris des bastions de Boko Haram, les otages libérés leur ont confirmé que des hélicoptères atterrissaient dans des aires préparées pour fournir des armes et de la logistique aux terroristes. Au moment de la saison des pluies, quand le niveau de l'eau remonte, l'approvisionnement se fait avec des vedettes rapides à partir des forêts qui entourent le lac. Un vétéran d'une de ces opérations a même eu l'occasion d'assister en direct à une scène surréaliste où, alors que ses troupes étaient guidées avec l'aide des instruments de renseignement, les ISR comme on les appelle dans le jargon, un avion français qui volait plus haut donnait carrément des directives aux Boko Haram qui ont réussi à encercler et à tuer la moitié des soldats qui composaient l'unité spéciale venue les combattre. C'est d'ailleurs à la même époque que le Cameroun a exigé le départ de la base militaire américaine implantée dans le nord du pays en porte-à-faux avec sa doctrine qui refusait jusque-là la présence de toute base militaire étrangère sur son territoire. Les Américains avaient pu obtenir une dérogation pour s'installer afin de fournir du renseignement aux autorités camerounaises dans la lutte contre Boko Haram. States forces is providing
intelligence, surveillance, and reconnaissance assets to the Cameroonian forces. Then 10 is for them to take the lead, fight the local threat, and not only is it local, but it's grown to a global threat. Or, il s'est avéré que les Yankees préféraient eux aussi, comme leurs cousins français, fournir du renseignement au Boko Haram. Leur plan machiavélique était de permettre la jonction des terroristes venus du nord avec les voyous ambazoniens venus du Nozo pour faire tomber le régime à Yaoundé. Rien que ça. J'espère qu'à ce niveau, plus personne n'en doute. Quand le général Abdraman Tiani, quand le général Assimi Goïta, quand le capitaine Ibrahim Traoré, quand je déclare que la France est l'un des plus grands financiers des terroristes en Afrique et en Asie, c'est indéniable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que depuis 2 ans et demi, la France bloque la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par le Mali pour exposer les preuves qu'il détient à ce sujet. Dans son discours aux ambassadeurs le 6 janvier, Emmanuel Macron, en plus d'insulter copieusement les dirigeants africains qu'il a traités d'animaux ingrats même, a été clair. Parce que la France, comme la plupart de ses voisins européens, n'en possède pas ou pas à suffisance sur leur sol, les ambassadeurs sont instruits de sécuriser toutes les ressources critiques nécessaires à la survie de la très déclinante industrie française. Stratégie de sécurisation de nos approvisionnements. Nous avons bâti une stratégie sur les minerais rares, les matériaux critiques, les terres rares, qui a été élaborée il y a 2 ans. On est en train de la déployer. Je veux ici insister sur votre mobilisation à tous. Dans beaucoup des pays où vous êtes, il y a encore des capacités qui sont non exploitées et qui vont nous permettre de sécuriser toutes nos filières. Nous sommes loin d'avoir obtenu le résultat. Et si nous voulons une France plus indépendante et qui réussisse dans les années à venir face à ces grands défis, nous devons sécuriser sur le lithium, sur l'uranium, sur le cobalt, sur énormément, justement, de ces capacités. Et c'est un véritable jeu diplomatique qui a commencé il y a plusieurs années, avec une agressivité chinoise qui est connue de tous. Donc, de la Mongolie à beaucoup de pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, nous avons des stratégies matériaux critiques, minerais rares, à poursuivre. Et vraiment, je compte sur votre mobilisation. Et je demanderai là aussi que les ministres puissent revenir sur cette feuille de route. Ailleurs dans le monde, par exemple en Mongolie ou au Kazakhstan, cela signifie qu'ils vont aller mettre en place les conditions de la négociation et de l'achat de ces ressources cruciales au prix du marché. Mais en Afrique et plus spécifiquement dans la zone dite francophone, qu'ils considèrent comme leur chose, cela signifie aller les piller, aller se servir ou alors aller les acheter pour des peccadilles, soit avec la complicité des laquais placés par eux à la tête de nos États, ou alors avec la complicité des terroristes qui agissent en supplétif des armées d'occupation occidentale dans les zones concernées. D'ailleurs, parfois, terroristes et chefs d'État collaborent main dans la main pour servir les intérêts des puissances étrangères. On l'a vu au Burkina Faso avec Blaise Compaoré et surtout au Niger avec Mohamed Bazoum, pour le retour duquel la France est prête à commettre toutes les saloperies et toutes les barbaries. Ainsi, toujours dans la zone du bassin du lac Tchad, côté Nigeria, plusieurs dizaines de blocs pétroliers et gaziers répertoriés depuis le début des années 2000 par la NNPC, la Nigeria National Petroleum Company, constituent des réserves stratégiques pour les financiers de Boko Haram et de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est la branche sécessionniste de Boko Haram qui a fait allégeance à Daesh en 2016. C'est ce qui explique pourquoi ils ne sont toujours pas exploités et pourquoi c'est seulement dans ces zones-là que règne le terrorisme et l'insécurité. Pareil du côté du nord du Bénin ou dans la zone du parc W, les sites d'orpaillage clandestins pullulent et le fer se ramasse à même le sol. Pareil également du côté du Sahel, bien évidemment. C'est ainsi que régulièrement, des attaquants venus du Nigeria s'en prennent au pipeline Niger-Bénin, qui est à moins de 5 km de la frontière, avant de retourner promptement
dans l'état de Sokoto, dans lequel des agents de la DGSE se sont installés depuis plusieurs mois, plus spécifiquement après que l'armée française a été chassée du Niger, pour recruter et entraîner des terroristes et mettre en place les infrastructures nécessaires. My testimony, I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. Je m'appelle Chop Money. Beaucoup de gens se sont marrés en voyant la garde nationale française chanter Testimony de P-Square lors de la visite du dealer de drogue Bola Tinubu au consommateur de cocaïne Emmanuel Macron en France. Pourtant, derrière cette atmosphère bon enfant se tramaient des sombres machinations pour déstabiliser les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi le Tchad, dont le président, le maréchal Mahama Idriss Déby Itno, que j'appelle Petit Déby pour le distinguer de son père, a décidé quelque part vers fin 2023, de diversifier ses partenariats, notamment militaires, ce qui a été considéré comme un casus belli par Paris. J'y reviendrai. Entre petits fours et mouvements de danse, ce sont des plans machiavéliques qui ont été discutés, peaufinés et validés. Après l'installation de 2 bases de l'armée française à Guigidi et à Gidankata dans l'état de Sokoto au Nigeria, on voit apparaître un nouveau groupe terroriste, les Lakurawa, également domiciliés dans l'état de Sokoto, qui sont en réalité un démembrement de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, un sous-traitant bien connu de l'armée française. C'est à eux que l'on doit une grande partie des attaques récentes contre le pipeline Niger-Bénin. Mais comme cela n'a pas eu l'effet escompté, à savoir l'écroulement de l'économie nigérienne, Paris a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et c'est ainsi que le 8 janvier 2025, les services français ont convoqué une réunion dans une localité du bassin du lac Tchad avec les terroristes, des représentants du Bénin, du Nigeria et d'autres puissances occidentales, lors de laquelle il a été distribué des ceintures à explosifs pour passer à la phase des attentats suicides et des enlèvements en masse, comme en 2014, quand 276 élèves du lycée de jeunes filles de Chibok au Nigeria avaient été enlevés par Boko Haram pour ensuite, pour certaines, être mariées de force à leurs bourreaux ou alors être mises en esclavage. Ceux de ma génération se souviennent encore de la campagne mondiale Bring Back Our Girls qui avait suivi cet événement tragique. Par la suite, 57 jeunes filles avaient pu s'enfuir peu après l'attaque. 107 ont été libérées en 2016 et 2017 à la suite de négociations que le gouvernement Buhari avait menées avec Boko Haram et une centaine est toujours portée disparue à ce jour, dont probablement peu sont encore en vie. Que la France ait de nouveau recours à des stratagèmes aussi odieux et meurtriers n'est pas une surprise, car elle est coutumière du fait. Son appétence à faire couler le sang des Africains a déjà été prouvée à travers les siècles, par les nombreux coups d'État qu'elle a perpétrés, mais également par la mission Voulé-Chanoine au Niger, par l'extermination des indépendantistes au Cameroun ou par la guerre du Biafra au Nigeria, qui a fait plus d'1 million de morts et lors de laquelle la France a fourni conseillers militaires, mercenaires et armes aux sécessionnistes qu'elle a fait acheminer par ses laquais historiques, le Gabon et la Côte d'Ivoire. L'histoire et le passé récent sont truffés de ces exploits macabres en la matière et il est affligeant de constater qu'il se trouve néanmoins toujours des Africains pour l'aider à les commettre. Les attentats suicides, les enlèvements à gogo, le Cameroun aussi a connu ça de 2014 à 2021. Ces salopards de terroristes utilisaient des enfants, des femmes pour aller se faire exploser dans les marchés, dans des camps de réfugiés, dans des lieux à forte affluence, semant la psychose. Les autorités nigériennes seraient d'ailleurs bien inspirées de se rapprocher des autorités camerounaises pour un partage d'expériences, mais aussi, et je le répète, pour réactiver
l'option du transport du pétrole du Niger via le pipeline Tchad-Cameroun, plutôt que par le Bénin. Revenons au Tchad. On rappelle que non seulement ce pays était la principale base de déploiement de l'armée française en Afrique hors Djibouti, mais également que Emmanuel Macron, faisant fi de toute intelligence politique ou toute retenue diplomatique, avait rappliqué à N'Djamena ventre à terre à la mort de Déby Père pour prendre son rejeton sous son aile protectrice. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo qui va s'incruster quelque part à l'écran et que vous pourrez aller regarder à l'issue de celle-ci, la lune de miel s'est vite transformée en lune de fiel. Macron avait en effet décidé d'exiger de Petit Déby qu'il laisse la place à un civil, son chouchou étant Moussa Faki, pour contrer le poulain des Américains qu'est Succès Masra. Cela a jeté un gros froid dans leurs relations et quelques mois après avoir éjecté les Américains, le président tchadien a procédé le 28 novembre 2024 à la dénonciation des accords de défense avec la France au grand désarroi de Paris. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. Certains se sont justement demandé s'il ne s'agissait pas d'une mise en scène, la mise en œuvre du scénario de l'invisibilisation que Emmanuel Macron avait évoqué en février 2023, en amont de la tournée du propriétaire qu'il avait faite en RDC, au Gabon et au Congo. Magnéto. La réorganisation que j'évoquais tout à l'heure n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement. Mais elle se traduira en effet par, si je puis m'exprimer ainsi, une africanisation ou mutualisation de ces grandes bases. Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans le cadre des travaux que le ministre aura à conduire avec le SEMA dans les prochaines semaines. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases mais partenariales. Elles seront pour certaines rebaptisées. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte. Et à côté de ça, nous devons donc avoir une visibilité qui n'est pas la même. Parce qu'on l'a bien vu ces derniers mois et ces dernières années. Si c'est le cas, très vite, avec beaucoup de propagande aussi, les gens se retournent et disent « notre problème est là, c'est eux, ils sont en train de soutenir un coup d'État ou ils soutiennent le pouvoir en place ». Ces bases ne seront pas fermées. Pour ce qui est des principales bases, il peut y avoir des réajustements après des dispositifs en fonction du dialogue que nous aurons avec les uns les autres et des besoins, mais elles seront réaménagées et elles deviendront académies, bases conjointes, etc. Vous avez entendu, non? Ils le martèlent à l'envi. Ils ne veulent pas partir, ils ne vont pas partir, ils veulent juste être moins visibles. Ce désir de rester en mode furtif a été réitéré par toute la galaxie politique, militaire et paramilitaire française. On avait déjà entendu l'ex-SEMA et actuel grand chancelier de la Légion d'honneur, le général Lecointre, et le barbouze de la DGSE Vincent Crouzet à ce sujet. Écoutons le général d'armée Didier Castres, patron de GEOS, une société paramilitaire française qui offre tout type de services, des mercenaires à la gestion portuaire, comme c'est le cas dans la principale des colonies françaises en Afrique, la Côte d'Ivoire. Par exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de GEOS. Quels sont les avantages que je vois à ce type d'action? D'abord, c'est la basse visibilité de l'action de GEOS, puisqu'on fait toujours appel à des prestataires locaux.
Donc c'est pas une équipe de France qui débarque dans les pays, c'est toujours un prestataire local avec des security managers ou des gens qui organisent tout ça. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. Édifiant, n'est-ce pas? Cela donne encore plus de crédit, si besoin était, aux paroles du général Tiani, qui a clairement accusé certains pays voisins de se prêter à cette mascarade et de servir de base arrière à la déstabilisation des États de la Confédération AES. La boucle n'est pas bouclée pour les Français. Au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Ouais. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes, ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne, ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire, ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otages, enlèvement. Je dis bien prise d'otages, enlèvement. Des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5
étaient des instructeurs du 43e BIMA. Sur les 5 instructeurs du 43e BIMA, il y avait des Ivoiriens d'origine, mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Tout à fait. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire, malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un 2e ou un 3e mandat ou un 4e, n'est pas une perte. Tout à fait. Ce n'est que du profit. D'accord. Tout est faux semblant. Les enlèvements d'otages occidentaux servent de prétexte à la France pour financer les terroristes via le paiement de rançon. Même Barack Obama le savait. Ne voilà-t-il pas qu'on nous annonce l'enlèvement fort à propos d'une Autrichienne à Agadez et d'une Espagnole en Algérie qui aurait été amenée, ne riez pas, au Mali. Parlons aussi des risibles demandes de collaboration avec les États de l'AES formulées par les chefs de l'armée béninoise pour prétendument collaborer à combattre les terroristes, alors que c'est eux qui les hébergent et qu'en 2023, ils étaient chauds pour attaquer le peuple et les autorités du Niger pour plaire à la France. Piège, entourloupe, sournoiserie comme ça, vous croyez tromper qui? Allez collaborer avec la force en attente de la CEDEAO. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Tout est faux semblant. C'est comme ça que de la promesse dégoulinante de pathos faite par Macron lors de l'oraison funèbre pour Déby Père le 23 avril 2021 à N'Djamena, nous sommes passés à une attaque abracadabrantesque sur le palais présidentiel tchadien dans la nuit du 8 janvier, après que le gouvernement tchadien a renouvelé son ultimatum à l'armée française de dégager intégralement de son territoire au plus tard le 31 janvier 2025, alors que celle-ci essayait de négocier un dilatoire pour fin mars au plus tôt. Alors évidemment, il y a ceux qui disent que rien n'indique que la France soit derrière les 24 attaquants qui se sont jetés armés de machettes sur le palais, tuant 2 gardes, avant que 18 d'entre eux ne soient neutralisés et 6 autres arrêtés. Mais on dirait que Petit Déby pense différemment. Dès le lendemain, il a publié le message suivant sur son compte Facebook. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Vous avez remarqué qu'il a dit vitrifié, recourant à un terme très peu usité qui est revenu sur le devant de la scène il y a 3 mois lorsque l'imbuvable Robert Bourgi faisait le tour des plateaux télé pour promouvoir ses mémoires france-africaines et qu'il a dévoilé que Sarkozy lui a dit qu'il allait, je cite, vitrifier Laurent Gbagbo, fin de citation, lorsque celui-ci a refusé de démissionner pendant la crise post-électorale en 2011 en Côte d'Ivoire. Déby n'a pas utilisé ce mot par hasard, c'est un indice qu'il a donné. Cette attaque avait été précédée en octobre par une autre extrêmement violente, perpétrée par les terroristes de Boko Haram, se déplaçant en vedette rapide qui avait coûté la vie à plus d'une 40aine de soldats tchadiens sur l'île de Barkaram, dans le bassin du lac Tchad. Revenons en France où le 6 novembre 2024, une réponse de l'envoyé personnel de Macron pour le Gabon, le Sénégal, le Tchad et la Côte d'Ivoire, Jean-Marie Bockel, lors de son audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale française, éclaire encore mieux sur la stratégie d'invisibilisation adoptée par la France pour tromper les Africains. Quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux à partir d'un dispositif socle
à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message. Tout ce qui est prévu, la diminution des effectifs français, la mise en retrait du drapeau français, le changement de dénomination des bases, la nouvelle étiquette centre de formation ou académie, tout ça, c'est du symbolique, de la poussière aux yeux des Africains. Tout comme ils ont fait avec le franc CFA, quand en 2019, ils ont annoncé sa mort, alors qu'ils n'ont jusqu'à ce jour pas touché à l'essentiel, à savoir la parité fixe, la gestion par le Trésor public français, le stockage de l'or, le compte d'opération pour ce qui concerne la BEAC et la main de la France dans les décisions. Ils font semblant de partir, mais ils restent et conservent un dispositif socle qui leur permet de se redéployer rapidement et massivement chaque fois qu'ils ont besoin de faire une barbouzerie sur notre continent. Et surtout, ils ont ajouté 3 nouveaux pays d'entrée, le Bénin, le Nigeria et le Maroc, comme Macron lui-même nous l'a confirmé le 6 janvier. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et, en parlant du continent africain, c'est en particulier ce qu'on veut faire avec le Maghreb. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche. Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France quand on l'aborde ensemble. De façon récurrente, la France nous accuse de mettre en danger ses intérêts. Quand on me désigne comme ennemi public numéro 1, qu'on m'interdit d'entrée et de séjour en France, qu'on m'arrête, qu'on me fait expulser de Côte d'Ivoire, qu'on me menace de mort partout dans le monde sous prétexte que je mets en danger les intérêts de la France. Quand on retire la nationalité française à Kémy Séba, quand on suspend les salaires ou qu'on ferme abusivement les comptes des leaders panafricanistes, quand on fait du fake, quand on mobilise 2000 soldats pour intervenir militairement au Niger à partir de la Côte d'Ivoire pour remettre le narcotrafiquant et complice des terroristes Mohamed Bazoum au pouvoir, la question que je pose depuis des années et à laquelle jamais personne ne répond, c'est: quels sont ces fameux intérêts français auxquels il est fait référence? Est-ce qu'on peut nous en donner une liste? On entend ici et là sur les plateaux de télévision en Occident des soi-disant experts affirmer que la France n'a pas beaucoup d'intérêt en Afrique, que l'Afrique ne représente rien dans la balance commerciale française, que c'est plus pour le prestige ou pour l'influence géopolitique qu'elle veut conserver son précaré. Ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire
pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Peut-être la Turquie plus le de fait 5 aussi. milliards de dollars d'armement en Afrique, quand même. Oui, mais c'est très peu. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait payer ses services. Ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains. Donc, je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes, vont se lasser aussi de la tutelle des Russes sur l'armée. Il y a déjà des tensions assez fortes. Ils vont se lasser de l'exploitation des gisements d'or et autres par la Russie. La Russie est une puissance opportuniste, intéressée, qui profite des fautes de la France au Sahel pour prendre sa place, à la fois pour des raisons économiques et aussi pour dénigrer les pays occidentaux. Ils sont dans une stratégie de représailles à la suite de notre querelle sur l'Ukraine et sur la Crimée depuis 2014. Aïe, mais vous nous prenez pour des idiots? Ça fait du sens pour vous? Vous dites qu'on ne pèse rien, qu'on est les plus pauvres du monde, qu'on vous coûte cher parce que vous devez nous abreuver de votre charité, de votre aide publique, militaire, humanitaire, que vous devez gérer gentiment notre monnaie. Mais quand on vous demande poliment de partir pour vous décharger du fardeau que nous sommes, vous criez, vous pleurez, vous refusez de quitter, vous montez des opérations militaires, vous déployez des agents de la DGSE et vous financez des attaques terroristes pour revenir ou rester. Les intérêts français sont par nature des intérêts occultes. Le business que la France vient faire chez nous, elle le fait dans une relation déséquilibrée, dans un jeu à somme nulle, où elle gagne et nous ne gagnons pas. La France considère que pour que eux gagnent, il faut que nous perdions. Ils n'admettent pas le partenariat gagnant-gagnant que nous exigeons dorénavant. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. C'est pour cela que c'est cette partie qui reste occulte qui fait le tout de leur intérêt. En réalité, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. C'est ça la réponse que l'on cherche en vain depuis toutes ces années. Je répète, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. Je répète une dernière fois, il n'y a pas des intérêts français, il y a un intérêt français en Afrique. Notre relation doit rester déséquilibrée. De Gaulle l'avait dit, ils veulent pouvoir se servir librement chez nous. Librement, c'est gratuitement, sans demander la permission à personne, à volonté. Et tous ceux et celles qui dévoilent et s'attaquent à ce déséquilibre sont combattus et vilipendés avec l'énergie du désespoir par Paris. Maintenant qu'on a dit ça, pour déterminer quelle carte l'Afrique peut jouer pour s'extraire de ce magma de mort, de menaces et de déstabilisation qui l'entoure, il est important de prendre en compte le contexte géopolitique du moment. Regardons donc rapidement ce qui se passe dans le monde pour en tirer des leçons pertinentes pour nous. En Europe, on entre dans la 3e année du conflit OTAN-Russie en Ukraine. L'armée russe continue d'avancer et de conquérir une localité après l'autre dans le Donbass, qui sont des prises de guerre irrémédiablement perdues pour l'Ukraine, qui finira rétrécie et morcelée. Il y a quelques jours, les Russes ont pris le contrôle de la plus grande réserve de lithium d'Europe, avec 13,8 millions de tonnes dans le village de Sevchenko, que Zelensky avait auparavant cédé à une entreprise occidentale. La leçon que l'on peut tirer, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit nous définir ce que sont nos intérêts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en mars 2022, un mois à peine après le déclenchement de la guerre, l'Ukraine était sur le point de conclure un accord de paix avec la Russie. Et ce sont les Occidentaux, avec l'hirsute ex-premier ministre britannique Boris Johnson en tête, qui sont venus leur dire de ne pas le signer et les encourager à aller à la guerre en leur promettant un soutien sans faille. On va vous donner des armes, on va vous donner de l'argent, mais allez sur le champ de bataille et battez-vous jusqu'au dernier Ukrainien. Sauf que par la suite, les soutiens
n'ont jamais été ceux qui ont été promis. On leur envoie du matériel obsolète, vétuste ou non adapté au terrain. On prend des sanctions qui ne fonctionnent pas ou peu. Et quand Zelensky exprime ses besoins, on se moque de lui. On le fait passer pour un mendiant, quelqu'un qui fait chanter ses alliés, alors qu'il leur rappelle simplement leurs promesses. Et aujourd'hui, on se dirige vers une négociation qui aura plutôt le goût d'une capitulation, à l'issue de laquelle l'Ukraine va perdre beaucoup plus que ce qu'elle aurait perdu si elle ne s'était pas détournée de l'accord qu'elle avait elle-même drafté en mars 2022. Je ne vais pas vous mentir, cela ne suscite en moi aucune sympathie pour l'Ukraine, qui est un État nazi et voyou qui soutient les terroristes au Sahel. Mais la rigueur intellectuelle m'oblige à l'évoquer. Les Européens aussi ressortent très affaiblis de cette guerre par procuration qu'ils mènent à la Russie pour le compte des Américains à l'encontre de leurs propres intérêts. Les sanctions qu'ils ont prises contre Moscou ont eu un effet boomerang et ont mis l'économie européenne à genoux à la grande satisfaction de Washington. Il faut quand même qu'on intègre que les Européens ont accepté que les USA bombardent le gazoduc Nord Stream qui approvisionnait l'Allemagne en gaz russe bon marché sans obtenir en contrepartie des livraisons de GNL américains à bas prix. Au contraire, les USA vendent leur gaz à l'Europe beaucoup plus cher que chez eux. Résultat, des fleurons de l'industrie allemande comme Volkswagen, Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental, Miele ferment les usines et restructurent à tour de bras. Ça se compte en centaines de milliers de licenciements. L'énergie est devenue hors de prix. Les gouvernements chutent les uns après les autres. Tout est Nyagami. Les seuls qui ont profité de cette guerre sont les Américains. Donc, retenons bien cette leçon. Ne jamais laisser les autres définir quels sont vos intérêts. Allons maintenant au Moyen-Orient. Beaucoup de gens ont observé avec fascination et parfois effarement la chute accélérée du régime Assad en Syrie en quelques heures le 7 décembre 2024. En Afrique, spécialement, elle a suscité beaucoup de questionnements sur la pertinence d'avoir la Russie comme allié stratégique, si c'est pour qu'elle vous laisse tomber sans lever le petit doigt quand ça chauffe, comme elle l'a prétendument fait avec Damas. Tout d'abord, il faut souligner que la Russie n'a pas trahi ou abandonné Bachar el-Assad, car c'est bel et bien à Moscou qu'il s'est repositionné avec sa famille. Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas les autres qui viendront faire nos guerres à notre place. La Russie n'est pas là pour nous défendre, elle est là pour nous aider à nous défendre, ce qui présuppose que nous ayons déjà nous-mêmes l'envie de nous défendre. Ce n'était pas le cas de l'armée syrienne qui, par lassitude ou par frustration envers Assad, a refusé de combattre et a capitulé en abandonnant ses positions aux terroristes sans livrer bataille. Je me dispense d'évoquer le cessez-le-feu avec échange d'otages annoncé entre le Hamas et Israël, dont tout le monde se doute qu'il ne durera pas longtemps. Et on se rend en Amérique pour regarder les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. L'ancien nouveau shérif n'avait même pas encore prêté serment qu'il avait déjà annoncé les couleurs. Il veut annexer le Canada, arracher le Groenland au Danemark et le canal du Panama au Panama, sortir de l'accord de Paris, de l'OMS, peut-être même de l'OTAN, et infliger des tarifs douaniers exorbitants au Mexique et au Canada, qui sont pourtant ses alliés privilégiés dans l'ASEOM, l'Alliance Canada-États-Unis-Mexique. Dans ses bagages, il amène Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et le propriétaire du réseau X, anciennement Twitter, de Tesla, de Starlink, de Neuralink, de SpaceX
qu'il a nommé au sein de son administration et qui s'est donné pour hobby de déstabiliser l'Europe en promouvant les partis suprémacistes et anti-Union européenne, notamment chez les meilleurs alliés et esclaves des États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Panique à bord. C'est hilarant de voir les pays occidentaux qui ont passé leur temps à indexer la Russie comme l'un des plus grands dangers pour l'Occident se voir attaqués et déstabilisés par leurs patrons et parrains américains et non pas par l'ennemi imaginaire qu'ils ont inventé de toutes pièces dans leur tête. Qui a besoin d'adversaires quand vous avez des amis comme les USA? La leçon de ça, c'est que dans le film, à la fin, c'est toujours les États-Unis le plus grand vilain. Et il ne faut pas penser qu'une fois qu'on en aura terminé avec la France, on pourra se reposer et que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. Alors, au regard de ce contexte, quelles sont les options qui s'offrent aux Africains pour transformer les forces destructrices qui nous engluent en un moteur de changement positif pour notre continent? Je vais les présenter en 3 groupes, politique, économique et sécuritaire. Dans le domaine politique, les leaders de l'AES et les dirigeants qui sont sincèrement intéressés à s'émanciper de la France-Afrique doivent immédiatement sortir de la francophonie, qui est le bras armé, culturel et commercial de l'impérialisme français. La sortie de l'accord de Paris sur le climat doit également se faire dans la foulée de la prise de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis qui va de nouveau claquer la porte à cette arnaque qui a pour objectif de nous empêcher de faire usage de nos ressources pour nous développer. Les géants des secteurs bancaires, de gestion d'actifs et des assurances comme Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Vanguard, Allianz, AXA ont tous quitté les initiatives Net Zero qui œuvrent pour la neutralité carbone sous la pression des lobbies et des États républicains adeptes des énergies fossiles qui menaçaient de saisir la justice pour entrave à la concurrence. Mais ce sont nos boutoukou de chefs d'État qui ne comprennent jamais la moitié des choses qu'ils signent à l'international qui vont rester dans cet accord de merde au lieu de profiter de la sortie des BAO pour Fraya. Quand l'éléphant dégage le chemin vers la liberté, le petit écureuil intelligent marche dans son ombre. La 3e action politique doit être la sortie de la Cour pénale internationale. Plus les perspectives de rétablir l'ancien ordre unipolaire vont s'évanouir, plus les Occidentaux vont revenir à un mode opératoire qui a fait ses preuves. L'instrumentalisation de la justice internationale pour se débarrasser de compétiteurs et d'adversaires gênants. On voit très bien le schéma qui se profile à l'horizon, avec des accusations de crimes de guerre qui seraient commis par nos leaders et nos armées à l'endroit de populations que les médias, les politiques et les ONG occidentales tentent de victimiser à outrance depuis longtemps, mais avec un regain d'énergie ces dernières années. La CPI n'a plus aucune raison d'être, son hypocrisie, son 2 poids 2 mesures, son traitement par-dessus la jambe par ceux-là même qui l'utilisent comme arme, ont fini de la néantiser. On a tous vu comment les États-Unis, qui ne sont même pas membres du statut de Rome, après avoir poussé la Cour à émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine sur des motifs farfelus, menacent de sanctionner la même Cour pour avoir également émis un mandat d'arrêt contre le monstre Benjamin Netanyahou, leur protégé ou patron, on ne sait plus trop bien. La justice de l'AES fonctionne bien. Il faut rapidement entamer le processus de retrait de la CPI en tenant compte du fait que le préavis court pendant 1 an. Passons maintenant aux options économiques qui s'offrent à nous. Évidemment, l'année 2025 doit consacrer l'abandon du franc CFA par le Burkina, le Mali et le Niger. Et ce serait bien qu'il soit imité dans la foulée par tous les États de la zone franc qui aspirent un tant soit peu à l'autodétermination. Je réfléchis d'ailleurs à faire une émission consacrée à dresser l'état des lieux du franc CFA dans le contexte géopolitique actuel et à vous expliquer pourquoi ça prend du temps et comment il faut procéder pour s'en défaire en limitant les risques. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse.
Ensuite, on l'a vu tout au long de cette émission, nos matières premières attirent et ceux qui les convoitent créent des guerres et des situations d'insécurité pour délimiter des lieux où les États n'ont pas accès et qui deviennent des zones de pillage. On pense à Kidal. Il faut sortir l'économie mondiale de la logique selon laquelle des matières sont volées quelque part et circulent dans le commerce comme si de rien n'était. En ce sens, on peut saluer la procédure judiciaire entamée par la République démocratique du Congo contre Apple qui utilise des minerais de conflit dans sa chaîne d'approvisionnement. Mais il serait plus efficace de prendre des dispositions en amont pour créer un écosystème de transparence et de traçabilité pour toutes nos ressources, le pétrole, le gaz, le cobalt, le lithium, l'uranium, le fer, le cacao, etc. Et pas uniquement pour les diamants ou le bois sur injonction des Occidentaux. Et enfin, il faut procéder en urgence à la divulgation de tous les accords léonins et à la dénonciation des pratiques de rétorsion, de chantage et toutes les magouilles utilisées par la France et ses acolytes occidentaux contre nous, contre le bien-être et l'existence même des populations africaines. Comme on l'a vu plus tôt, la dissimulation et l'invisibilisation sont les méthodes préférées de la France-Afrique pour préserver leur intérêt occulte qui est de maintenir une relation déséquilibrée avec l'Afrique. À l'opacité, il faut opposer la transparence. Les sachants, les chefs d'État, les ministres, les en haut de en haut, déballez tout. Mettez leurs fesses dehors, comme Macron a exposé celle de Ouattara lors de la conférence des ambassadeurs. Dites tout. Non seulement cela va nous donner des arguments pour les combattre, mais cela va également sérieusement écorner l'image de la France. Et dans la guerre en cours actuellement, la communication est un champ de bataille majeur. Je vais prendre un exemple récent pour illustrer mon propos. Le 19 décembre 2024, nous avons appris via la DGSE, le service d'espionnage et de barbouzerie français, que ces 4 agents qui avaient été arrêtés et détenus à Ouagadougou depuis le 1er décembre 2023 ont été libérés après une médiation par des agents des services secrets marocains. Le Burkina n'a pas communiqué dessus, n'a pas réagi. Il y a quelques jours, rebelote. Le journal français Le Monde évoque la somme de 60 millions d'euros qui aurait été payée pour permettre la libération de ces espions. Là encore, le Burkina se tait. Et à mon avis, c'est une erreur, une très grosse même. En effet, cela laisse tout loisir à la désinformation française de raconter des bobards à propos de cette affaire, en faisant passer les vilains pour les gentils et en présentant l'État du Burkina Faso comme un preneur d'otages qui a raquetté les Français en obtenant une rançon pour libérer ces pauvres agents innocents. C'est inacceptable et les services du Burkina doivent se revoir, comme on dit chez moi. Ce genre de transaction ne se fait pas sans laisser de traces. Et même si l'on ne peut pas divulguer certains éléments stratégiques et les chiffres exacts, le Faso aurait dû communiquer en premier et faire savoir qu'ils ont été approchés par les services français, qui ont reconnu être en tort et qui ont proposé des conditions d'indemnisation pour éviter à leurs espions déstabilisateurs de passer un deuxième Noël en détention. Après avoir étudié la proposition et pris acte de la reconnaissance de sa culpabilité par la France, les autorités burkinabées ont accepté l'offre d'indemnisation française et autorisé le rapatriement des espions. C'est à minima de cette façon que le Burkina aurait dû communiquer. Je le dis et je le répète, nous sommes dans une guerre tous azimuts, dans laquelle l'opacité et le secret profitent à nos ennemis et au système qui nous détruit. Il faut le faire aussi pour informer l'opinion française et occidentale des basses besognes que leur État criminel effectue en leur nom et des sommes gigantesques qui sont dépensées pour ce genre de deal alors qu'on leur demande de se serrer la ceinture et qu'on les précarise. Posez-vous la question de savoir pourquoi la France a versé 15 millions d'euros, c'est-à-dire 10 milliards de francs CFA pour chacun de ces 4 barbouzes. 40 milliards de francs CFA en tout. Ces agents, ce sont ceux qui se réunissent dans la brousse africaine avec les terroristes, leur distribuent des pick-up, de l'argent, des armes, des ceintures à explosifs.
Ces gens sont des distributeurs automatiques de mort. Un seul de ces agents provoque allègrement le massacre de milliers d'Africains, la déstabilisation de plusieurs États. Et c'est la raison pour laquelle leur employeur débourse des sommes folles pour les récupérer. Et c'est pourquoi, pour moi personnellement, ces gens-là devraient être jugés et condamnés à la peine la plus lourde et toute la rigueur de la loi doit s'appliquer. Pour finir, sur le plan sécuritaire, il y a deux grosses cartes à jouer. D'une part, il faut sortir de la posture victimaire et commencer à faire goûter leurs propres médicaments à ceux qui utilisent la déstabilisation matin, midi et soir contre nous. Comme l'Azerbaïdjan le fait si bien avec la Nouvelle-Calédonie, nos États ne doivent pas laisser passer les opportunités de déstabiliser la France à travers ses colonies ultramarines en Kanaki, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie, en soutenant les mouvements indépendantistes. Mais aussi en protégeant et en appuyant résolument des gens comme moi, qui portent des coups fulgurants, qui traumatisent l'Élysée et font chavirer l'Empire. Vous voulez une preuve? 2025 n'avait même pas encore fait une semaine que déjà France Culture le dimanche et Emmanuel Macron le lundi avaient déjà recommencé leur diffamation et leur lamentation à mon endroit et à celui de mon sang, Kémy Séba. Pour évoquer la francophobie, quelle est votre analyse sur cette hostilité très forte contre la France depuis quelques années, parfois depuis plus longtemps, mais on a l'impression, notamment à travers un certain nombre de blogueurs ou de figures très présentes sur les réseaux sociaux, je cite les deux plus célèbres, Kémy Séba, né en France d'ailleurs, et Nathalie Yamb, qui est suisse, je crois, et dans les deux cas, ils sont interdits sur le territoire français, et d'ailleurs interdits aussi dans une dizaine de pays africains. Ce sont ce qu'on appelle des panafricanistes, ils se définissent comme ça, ou des néo-panafricanistes, et qui mènent des campagnes très violentes, très hostiles, d'attaques de personnes, d'attaques contre nos ambassadeurs, parfois même d'appels à des attaques physiques. Comment on en est arrivé là? Dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans, le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Évidemment, on ne peut pas espérer gagner une guerre avec les armes et les équipements que nos ennemis possèdent, fabriquent ou téléguident. Il est donc urgentissime que nos États mettent en place des plateformes de réseaux sociaux comme Twitter, comme Facebook ou YouTube pour permettre l'éveil de conscience et la divulgation des vérités à propos de la guerre millénaire de la France et de l'Occident contre l'Afrique, sans que les Africains ne soient bâillonnés, censurés, bannis, démonétisés. Vous le savez, je suis moi-même victime de cela depuis longtemps, mais il y a d'autres exemples tout aussi marquants, comme la façon dont toutes les plateformes que je viens de citer ont fait sauter simultanément les comptes du média African Stream, basé au Kenya, qui faisait un très bon travail d'éveil et d'information, et qui continue de le faire, mais avec beaucoup moins de visibilité. Ou Afrique Media, qui a récemment sauté sur YouTube. Je souligne bien que je demande aux États de le faire, car je sais qu'on va me dire qu'il y a des réseaux qui existent, mais malheureusement, soit ils ne sont pas suffisamment visibles, soit pas techniquement au point, soit ils appartiennent à des gens qui sont le matin avec toi et le soir contre toi. Également, de la même façon que des États comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, l'Algérie n'hésitent pas à se faire les relais ou les sanctuaires de la déstabilisation de nos pays, il faut travailler à leur rendre la pareille, non pas comme eux, en hébergeant et en armant des terroristes qui vont massacrer nos frères, mais en soutenant dans leur accession au pouvoir des gens qui remettront au centre de leurs actions la fraternité, le panafricanisme, le bon voisinage, le co-développement harmonieux dans la paix et le meilleur intérêt des populations.
Parce que même si tu arranges ta maison comme il faut, si tout autour de toi, tu es encerclé par des taudis, des baraques penchées et insalubres, ça va sentir chez toi. Les souris, les cafards et même les bandits qui habitent autour vont entrer chez toi et ça va impacter négativement la qualité de vie. Enfin, et c'est vraiment l'une des mesures les plus importantes, il faut procéder de toute urgence à la sécurisation du territoire de l'AES. D'une part, en continuant le maillage militaire sur le terrain. Et je saisis cette occasion pour exprimer mon soutien et mon admiration aux forces armées du Niger, du Mali et du Burkina pour le professionnalisme, le courage et le sacrifice dont elles font preuve au quotidien. Et d'autre part, et là, j'insiste lourdement en m'adressant directement aux généraux Tiani et Goïta et au capitaine Traoré, en mobilisant des excavatrices pour creuser des tranchées et construire des murs de sable tout le long des frontières et en y déployant des hommes sur des miradors, en commençant par la frontière Niger-Nigeria, Mali-Algérie, Burkina-Côte d'Ivoire et Niger-Bénin. J'avais déjà explicité le concept dans une précédente émission intitulée « La guerre pour le contrôle du Sahara » qui s'affiche à l'écran. Tout au long de cette émission, j'ai fait référence à des vidéos que j'ai produites par le passé et qui vous permettront d'approfondir certains aspects. Pour vous faciliter la tâche, je vais mettre les liens des différentes chroniques dans la boîte de description en dessous de cette vidéo sur YouTube. Si vous la regardez ailleurs, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube dont le lien et le QR code s'affichent à l'écran pour les trouver. Voilà, cette émission a été un peu plus longue que d'habitude, mais après plusieurs semaines de pause, un retour en fanfare s'imposait. C'est l'heure pour moi de remercier tous ceux qui m'ont soutenu et accompagné de diverses manières et surtout financièrement. Infinie gratitude. L'argent est le nerf de la guerre. Les États français et américains et leurs relais locaux en Afrique ont des moyens et des ressources mirobolantes à leur disposition pour nous combattre, pour nous précariser, nous faire censurer et démonétiser sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, pour nous diffamer, nous menacer de mort. Parlant de cela, vous vous souvenez du général de l'armée française dénommé Pascal Yanni qui avait sans complexe avoué dans un documentaire de la télévision suisse qu'il était à l'origine de quasiment tous les harcèlements dont je suis l'objet? Moi, j'ai plus de mal avec l'armée française aujourd'hui qu'avec Wagner. Ces propos volontairement provocateurs ont du mal à passer à Paris. Contacté, le ministère des Affaires étrangères nous confirme avoir demandé à 2 reprises la suspension temporaire des comptes Twitter et Facebook de Nathalie Yamb. Plus grave encore, elle est devenue interdite de territoire en France. Le général Pascal Yanni est l'un des instigateurs de cette mesure. Pour lui, la décision était inévitable. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Yamb ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Et à partir du moment où ces manipulations d'informations se traduisent par des menaces physiques, on ne peut pas laisser faire. Il faut intervenir. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non, je n'ai pas de preuve. Eh bien, c'est ce type qui a été nommé récemment commandant du commandement français en Afrique, la suprastructure calquée sur le modèle américain de tous les assassins et déstabilisateurs français qui opèrent au Sahel et ailleurs en Afrique. Vous pouvez donc imaginer à quel point ça va être rugueux et dangereux pour moi dans les semaines et les mois à venir. Leur résister en continuant de produire du contenu éducatif comme celui-ci, leur porter une réponse judiciaire et également assurer notre sécurité nécessite des moyens. Et en 2025, je sais pouvoir compter sur vous pour les mobiliser.
Les liens des cagnottes s'affichent à l'écran et vous pouvez également utiliser le bouton Merci en dessous de la vidéo sur YouTube pour faire vos dons s'il n'a pas été désactivé par la plateforme. L'année 2025 sera celle de tous les dangers et des batailles les plus rudes. L'heure est grave, très grave. Soyons prêts. Merci et à bientôt si les ancêtres nous prêtent vie.